d'être venus aussi nombreux ce soir pour la rentrée de l'Université populaire du travailleur catalan, qui est heureuse de vous accueillir dans ces murs. On voit des visages nouveaux, ça fait toujours plaisir, puisque vous savez que l'Université populaire du travailleur catalan, elle est ouverte à tous. Tu peux éteindre ton micro? Ça me fait... Ouais. Ah ouais? Ouais. Merci. L'Université populaire du travailleur catalan est ouverte à tous, c'est son principe. Voilà. Et on est heureux quand, au crédit thématique, on voit des visages nouveaux qui nous rejoignent dans ces locaux. Alors, ce soir, c'est une nouvelle conférence, une nouvelle soirée sur le cycle de littérature, poésie, résistance. On va l'appeler comme ça. On a décidé l'an dernier d'ouvrir l'UPTC à ce volet. Donc on avait eu l'an dernier une première approche de cette idée de poésie et résistance avec, à tout seigneur, tout honneur, une rencontre autour de Louis Aragon. Et cette année, on a choisi de présenter l'œuvre poétique de notre grand résistant, s'il en fut, Pablo Neruda. Et pour parler de Pablo Neruda, j'ai demandé à Alain Frèche de venir nous rejoindre ce soir. Et donc je vais vous dire deux mots. Alain est né à Perpignan. Il a enseigné des lettres en lycée et en collège, aujourd'hui retraité. Mais ce n'est pas à ce titre-là qu'on le reçoit à titre de poète, qui a publié une trentaine de recueils. À peu près, j'ai à peu près compté, oui, ça doit être, enfin, si on compte les... Oui, on peut parler, on ne sait pas exactement. Enfin, dire que les tout premiers recueils au début des années 80, 1981 exactement, sont parus chez un éditeur que les lecteurs de poésie connaissent, c'était un grand éditeur de poésie en France, qui s'appelait Guy Chambellan. Donc Alain a publié chez Chambellan. Aujourd'hui, l'essentiel de son œuvre est publié aux éditions de Lamourier, qui travaille dans l'arrière-pays niçois, dans un village magnifique qui s'appelle Coaraz. Alain a reçu plusieurs prix, on va citer le plus prestigieux, le plus... Oui. Il a été lauréat en 2000 du prix Louis-Guillaume, ce qui est en matière de poésie. 20 ans. Hein? Il y a presque 20 ans. Alors Alain, c'est pas que ça, c'est un poète, mais c'est aussi un militant de la poésie. C'est pour ça qu'on l'a invité, parce que nous, le mot militant, ça nous plaît bien, à l'UPTC. Il a été notamment pendant sa carrière d'enseignant chargé de mission poésie à la délégation à l'art et à la culture du rectorat de Nice. Il est co-créateur d'une association dans le pays niçois qui s'appelle Podio, qui est une association qui porte la poésie dans toute la région niçoise, autour de Grasse, etc. Il a été, c'est pour ça qu'on se connaît très bien, le cofondateur, avec moi et d'autres personnes, du centre Jo Bousquet à Carcassonne, dont il a été en 1999, le tout premier président. Voilà. Et j'ai eu l'honneur de lui succéder quelques années plus tard, parce qu'Alain avait beaucoup de temps de travail, beaucoup de temps à consacrer à ses engagements dans le pays niçois, et donc il a beaucoup de dons, mais pas encore celui d'ubiquité, parce qu'il a été aussi pendant longtemps président des Amis de Lamourier, une association qui s'est donnée pour but de soutenir la diffusion du travail de cette maison d'édition, qui est remarquable, et vous aurez dans la table de librairie, vous pourrez découvrir tout à l'heure, deux des derniers recueils de poèmes d'Alain publiés à Lamourier. Alors, les lecteurs attentifs de l'Humanité savent qu'Alain Frèche est chroniqueur dans l'Humanité des livres du jeudi, où, de manière assez régulière, une fois par mois environ, non, il n'y a pas de régularité, mais enfin, dès qu'il y a... Voilà, il est intermittent de la poésie à l'humain, mais de temps en temps, il y a une chronique de poésie sur de l'actualité de parution qui voilà. Et il est aussi chroniqueur dans un confrère de la région niçoise qui est le Patriote de la Côte d'Azur, dans lequel il est... Voilà. Mais c'est pas fini.
C'est jamais fini avec les poètes. Il est également éditeur. Alain est quelqu'un qui se passionne pour le travail avec d'autres que lui, c'est-à-dire être dans une confrontation de sa langue poétique avec d'autres langues. Alors, ça peut être des livres à deux voix. On a eu le plaisir d'en écrire un l'an dernier tous les deux sur Joël Bousquet, sur la blessure de Joël Bousquet, qu'on a co-signé aux éditions du Trabucaire, ici à Perpignan. Voilà. Mais pas que, Alain écrit à deux voix avec d'autres poètes, comme ça, il se confronte, et aussi avec des artistes, voilà, des plasticiens, des photographes. Quelques-uns sont là, dans la salle ce soir. Francesca Caruana, avec qui Alain a fait des livres. Jaume Saïs en photo. Voilà. Patrick. Mais il y a aussi Patrick Soladi, voilà. Mais aussi Michel Fourquet, qui devait être là ce soir, mais qui a eu un empêchement, Claude Canal, etc., etc. Bon, on va pas citer, il y en a énormément. Et donc Alain a créé sa propre maison d'édition, c'est bien grand mot, mais ça, c'est quand même une maison d'édition, de ce qu'on appelle des livres d'artistes, c'est-à-dire ce sont des livres fabriqués à très petit tirage, 10, 15 exemplaires, 20 exemplaires au maximum. Voilà, une série, ça s'appelle Les Cahiers du Museur, et ça donne comme ça un univers poétique de confrontation des langages entre écriture, peinture, art plastique et autres écritures poétiques. Voilà. Et puis, dernière actualité. D'Alain Frex, dernier texte paru d'Alain Frex, c'est En poésie Gallimard, qui est la collection emblématique de poésie en France, hein, la préface à une anthologie des œuvres d'un de ses grands amis, qui est auteur Gallimard d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Marie Barnaud, qui est un poète de la région niçoise, et dont Alain est l'ami de longue date, et donc Poésie Gallimard accueille un choix de poèmes de Jean-Marie Barnaud, dont la présentation et la préface a été faite par Alain Frex. Vous êtes les tout premiers à le voir. Hein. Je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres ce matin en rentrant de Paris, et il sort en ce moment. Oui, voilà. Je ne vous ai pas tout dit, mais je vais arrêter là. Voilà. Et laisser la parole à Alain. Donc ça ne va pas être une conférence dans le format de ce que l'on a plutôt l'habitude d'entendre à l'UPTC, mais ça va être une évocation et lecture de Pablo Neruda, ce qui veut dire qu'on va entendre beaucoup ce soir la voix d'Alain Frex, bien sûr, mais aussi et surtout la voix de Neruda. Merci de votre attention, bonne soirée. Merci. Ce soir, je suis heureux d'être ici. Je suis heureux d'avoir finalement accepté l'invitation de mon ami Serge. J'avais hésité pour une raison importante, c'est que normalement cette lecture, on la faisait à 4 voix. On l'a donnée 2-3 fois déjà à 4 voix, et c'était pas possible de la donner à 4 voix. Et donc j'ai hésité, j'ai dit est-ce qu'il faut... Et puis j'ai dit oui. Et donc je suis très content d'être ici, avec vous. Avec des amis proches, avec des amis moins proches. Alors d'abord en préambule, que ce soit clair, je ne suis pas un spécialiste de type universitaire de l'œuvre de Pablo Neruda. Moi je suis quelqu'un qui essaie d'écrire de la poésie, quelqu'un qui boite comme ça, qui claudique entre philosophie et poésie, qui accompagne des amis peintres, quelqu'un qui n'est même pas à proprement parler hispanisant, même si je lis et si je comprends bien cette langue, mais quelqu'un, puisque Serge l'évoquait en plus, qui partage cet aveu que j'aimerais partager avec vous là tout de suite. C'est un aveu d'Aragon, dans un livre de 1928, Le traité du style. Aragon disait ceci: oui, je lis. J'ai ce ridicule. J'aime les beaux poèmes. Les vers bouleversants et tout l'au-delà de ces vers,
Je suis comme pas un sensible à ces mots un problème, non? Oui. Ces mots merveilleux, laissés dans notre nuit par quelques hommes que je n'ai pas connus. J'aime la poésie. Voilà. Donc ça c'est le premier point, pour que tout soit clair. Le deuxième, j'aimerais vous offrir ce soir cette arme chargée de futur dont parlait Gabriel Celaya et que chante toujours Paco Ibáñez, telle qu'elle trouva à s'incarner chez Pablo Neruda, dans sa manière singulière de porter le feu dans la langue, de façon à ce que le langage en nous ne soit pas tout à fait ou totalement servi. Et comment ne pas voir que c'est là sauvegarder l'homme, non comme une espèce de truc au contour figé comme ça, une espèce d'ensemble de données éternelles, une espèce d'entité abstraite que les philosophes aiment nommer essence, mais mieux essayer de sauver une espèce d'exigence, une chance incertaine, menacée toujours, incertaine comme peuvent l'être les saisons à venir et les routes qu'elles promettent. Eh bien, ce fut là la préoccupation majeure, essentielle, motrice, première de Pablo Neruda, dans le moment historique qu'il eut à vivre à travers quelques faiblesses passagères, quelques errements, comme on peut le supposer quand la vie est une avancée aventureuse, risquée, et que l'on veut confondre son chemin avec celui de tous. Je partirai d'un aveu essentiel. Pablo Neruda dit « Je suis venu du sud, des pluies australes, et je suis remonté vers le nord du peuple. » Eh bien, c'est à partir de... Je vous invite du moins à suivre quelques-uns des chemins de cette remontée, du sud vers le nord, des forêts australes vers le peuple. Il se définissait, Pablo Neruda, comme un chasseur de racines. Il se définissait ainsi dans un de ses derniers livres, Le Mémorial de l'île Noire, que vous trouverez dans la librairie, là-bas, comme d'autres d'ailleurs, qui est une espèce de remontée, de retour vers son enfance, son adolescence, la maturité. Il prend en écharpe comme ça ses engagements, ses amours, ses rencontres, ses illusions, ses désillusions. C'est un livre de fin de route. Pablo Neruda est né en 1904 et vous le savez, il a mené de front une carrière littéraire qui le verra obtenir le prix Nobel en 1971 et un engagement diplomatique et politique au service du peuple chilien comme de celui des peuples du monde. Il mourra en septembre 1973, quelques jours à peine après la prise, le putsch militaire de Pinochet et l'assassinat du président socialiste Salvador Allende dans des conditions bien mystérieuses dont on discute encore. Pablo Neruda est un enfant du chemin et de la liberté, des voyages au long cours. On va passer très vite. Rangoon en Birmanie, Colombo à Ceylan, Batavia, dans les Indes néerlandaises, Buenos Aires, Barcelone, puis Madrid, là, on y reviendra parce que c'est sacrément important, Paris, Mexico, il voyage en 1949 à Nurs, Pologne, Hongrie, Italie, Cuba, puis l'Europe en 1965, les États-Unis, le Pérou, et puis en 1971, donc, ambassadeur à Paris sous Allende, et sa mort en 1973. Donc c'est l'homme des exils forcés souvent, des combats gagnés et perdus, je vous le disais, des illusions, des désillusions, mais toujours, me semble-t-il, avec ce savoir qu'en tant qu'origine, les racines ne sont pas cachées derrière, mais qu'elles, au contraire,
elles sont apparaissantes au devant, à l'avant de soi, dans ce qui pourrait être le tourbillon les tourbillons du fleuve de la vie. Cette vie où la mort est à l'œuvre et qu'elle contribue à entretenir. Pablo Neruda sait pouvoir, devoir, il disait faire farine pour le pain à venir, parce que ce pain-là manque toujours sur la table des hommes, des simples, du peuple. Alors quel est donc ce sud? Entrons dans le vif du sujet. Que sont ces terres australes dont parle Pablo Neruda? Une géographie, un sol, un climat. Et si cela contribue à faire un homme, cela ouvre surtout sur une nécessité, à savoir celle de manifester ce que cette physique singulière peut accomplir à travers lui, tisser de verbes et tramer de mots. Il ne cessera d'y revenir à ces terres australes, comme à une espèce de prise d'air, quand la fatigue, l'asphyxie menace. Et ces reprises ne sont pas de simples répétitions. Ces reprises, parce que les répétitions, c'est toujours quelque chose qui tourne sur soi-même. Ce sont des répétitions en avant, donc ce sont de véritables reprises à proprement parler, et qui sont à chaque fois créatrices, dans la mesure où, comme si vouloir de nouveau quelque chose, c'était vouloir du nouveau. Ainsi donc, au commencement, c'est la première page de ce j'avoue que j'ai vécu, que je vais vous lire. La forêt chilienne. Sous les volcans, auprès des glaciers, entre les grands lacs, le parfum, le silence, l'enchevêtrement de la forêt chilienne. Les pieds s'enfoncent dans le feuillage mort. Une branche fragile a crépité. Les raoulis géants dressent leur stature hérissée. Un oiseau de la sylve froide passe, bat des ailes, s'arrête dans les branchages noirs. Et puis de sa cachette, sa voix s'élève comme un hautbois. Mon nez reçoit et transmet à mon âme l'odeur sauvage du laurier, l'essence indéfinissable du bol d'eau. Le cyprès des Guaytecas me barre le chemin. C'est un monde vertical. Une nation d'oiseaux, une foule de feuilles. Je trébuche sur une pierre. Je gratte la cavité découverte. Une énorme araignée aux cheveux rouges me regarde de ses yeux fixes, immobile, grosse comme une écrevisse. Un carabe doré me crache son effluve méphitique, tandis que disparaît comme un éclair son radieux arc-en-ciel. Poursuivant, je traverse un bois de fougères, beaucoup plus grand que moi. Celles-ci laissent choir de leurs yeux verts et froids 60 larmes sur mon visage et font frémir longtemps encore derrière moi leur éventail. Un tronc pourri, oh quel trésor! Des champignons noirs et bleus lui ont donné des oreilles, de rouges plantes parasites l'ont couvert de rubis, d'autres plantes paresseuses lui ont prêté leur barbe et, rapide, un serpent jaillit de ses entrailles, putréfié, telle une émanation, comme si s'échappait l'âme de ce tronc mort. Plus loin, chaque arbre s'est séparé de ses semblables. Il se dresse sur le tapis de la forêt secrète, et chaque feuillage, linéaire, frisé, branchu, lancéolé, a un style différent, comme coupé par des ciseaux aux mouvements infinis. Une ravine, sous l'eau transparente, elle glisse sur le jaspe et granit. Un papillon pur comme un citron vole en dansant entre l'eau et la lumière. À mon côté, des myriades de calcéolaires me saluent de leurs petites têtes jaunes. Là-haut, gouttes artérielles de la forêt magique ondulent les copieux rouges. Le copieux rouge est la fleur du sang. Le copieux blanc est la fleur de la neige. Dans un frisson de feuilles, la vélocité du renard a traversé le silence.
mais le silence est la loi de ces feuillages. À peine le cri lointain d'un vague animal, l'intersection pénétrante d'un oiseau caché. L'univers végétal susurre à peine jusqu'au moment où une tempête déclenche toute la musique terrestre. Qui ne connaît pas la forêt chilienne ne connaît pas cette planète. C'est de ces terres, de cette boue, de ce silence que je suis parti cheminer et chanter à travers le monde. C'est dans cette nature que commence le chant de Pablo Neruda. Et c'est là qu'il trouvera toujours à se ressourcer. Cette forêt, cette nature est, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, puissance d'éclosion, hein, une espèce de force comme ça, germinative, une pulsion de vie débordante. Elle est le centre de l'Amérique latine. Et au cœur de ce centre, un poumon liquide, une coulée d'eau aux bras multiples, 3 fleuves. Orénoque, laisse-moi sur tes rives, de cette heure d'alors où l'heure était sans heure, laisse-moi comme alors aller, sans vêtements, et pénétrer dans les ténèbres baptismales. Orénoque, fleuve écarlate, laisse-moi dans tes eaux plonger mes mains qui rentrent à la maternité, à ton courant. Fleuve de race, patrie de racines, ton ample rumeur, ta lame sauvage vienne d'où je viens, moi, des solitudes pauvres et hautaines, d'un secret comme un sang, d'une mer d'argile silencieuse. Amazone, capitale des syllabes de l'eau, père patriarche, tu es la mystérieuse éternité des fécondations. Les fleuves choient en toi comme des vols d'oiseaux. Les pistils, couleur d'incendie, couvrent ta course. Les grands troncs noirs t'emplissent de parfums. La lune ne peut te surveiller, ne peut te mesurer. Tu es chargé de sperme vert tel un arbre nuptial. Tu es argent sous le printemps sauvage. Tu es rouge parmi les planches et bleu dans la lune des pierres, habillé de vapeurs ferrugineuses, lent comme un chemin planétaire. Mais parle-moi, bio bio. Ce sont tes mots qui glissent dans ma bouche. Tu m'as donné le langage, le chant nocturne mêlé de pluie et de feuillage. Toi, quand personne à un enfant ne s'arrêtait, tu m'as raconté l'aube de la terre, la paix puissante de ton royaume, la hache enfouie près d'un bouquet de flèches mortes, tout ce que les feuilles du cannelle durant 1000 ans t'ont relaté. Puis je t'ai vu t'offrir aux vagues, divisé en bouche et en sein, large et fleuri, tu murmurais une histoire, couleur de sang. Cette nature est aussi une terre. À ceux qui me diraient, mais vous faites une différence entre la nature et la terre, je répondrai que si la terre est nature, cette géographie où elle écrit sur elle-même, si nous sommes dans la nature, c'est sur la terre que nous existons. C'est-à-dire cette nature devenue histoire par le travail, les luttes des hommes, leur langue. La terre est tout ensemble sol, paysage, histoire et légende. Elle est notre héritage et comme telle à reprendre. Ce que, on y reviendra, fera Pablo Neruda dans cette somme, le chant général, en 1950, mais on y reviendra. Cette terre
du continent américain du Sud fut marqué par la conquête. Colomb, Cortés, les conquistadors et leurs fleuves de sang, leur cortège de mort et de ruines. Je vais vous lire, dans le champ général, la manière dont Pablo Neruda parle d'un de ces conquistadors, Valdivia. Mais ils revinrent. Il s'appelait Pedro. Valdivia. L'intrus capitaine de son épée coupa ma terre entre voleurs. Voici ta part, Valdés. La tienne, Montero. Voici la tienne, Inès. Et là, voici la place du conseil. Ils partagèrent ma patrie comme on dissèque un âne mort. Emporte ce bout de lune et de forêt, dévore ce fleuve au couchant, car cela, lorsque la grande cordillère dressait le bronze et la blancheur. Arauco parut, adobe, tours et rues. Le silencieux maître des lieux, en souriant, construisit tout. Il travailla. Son eau, sa glaise baignait ses mains. Il apporta l'argile et versa l'eau des Andes. Mais il refusa d'être esclave. Alors Valdivia, le bourreau, attaqua à feu et à mort. Le sang coula, le sang de 3 siècles, un sang océan, un sang ambiant qui couvrit ma terre et le temps infini comme aucune guerre. Le vautour irascible abandonna l'armure en deuil et mordit les Promauca. Il déchira le pacte écrit dans le silence de Huelen, dans le vent andin. Arauco mit à bouillir son plat de pierre et de sang. 7 princes vinrent parlementer. On les emprisonna. Sous les yeux de l'Araucanie, on décapita les caciques. Les bourreaux rivalisaient. Tout englué de viscères, Inès des Soares, hurlante soudarde, enserrait les coups impériaux dans ses genoux, harpie d'enfer. Elle jetait les têtes par-dessus la palissade, elle s'inondait de sang noble, se couvrait de boue écarlate. Ainsi crurent-ils dominer Arauco. Mais ici, la sombre unité, arbre et pierre, lance et visage transmis le crime avec le vent. L'arbre des frontières l'a pris, et le pêcheur, le roi, le mage, le laboureur de l'Antarctique et les eaux du Biobi au fleuve Utérus la prirent aussi. Ainsi naquit la guerre patriote. Valdivia plongea son fer ruisselant dans les entrailles rocailleuses d'Arauco. Il enfonça la main dans le pouls, il ferma les doigts sur le cœur araucan, dispersa les veines champêtres des paysans. Il décima l'aurore pastorale, dépêcha le martyr au royaume de la forêt. Il incendia la maison du maître des bois. Il trancha les mains du cacique. Il renvoya les prisonniers, le nez, les oreilles coupées. Il empala le toki. Il assassina la guerrière et de son gant ensanglanté marqua les pierres de la patrie qu'il laissa pleine de cadavres, de solitude et de stigmates. Et comme si cela ne suffisait pas, vinrent d'autres bourreaux. Neruda les nomme tous dans ce chant 5, le sable trahi du chant général, d'autres exploiteurs. Je me contenterai d'évoquer la United Fruit Company, peut-être parce que j'ai un problème avec le sucre. J'aurais pu lire aussi bien les avocats du dollar ou la Standard Oil Company. Lorsque la trompette sonna, tout était déjà prêt sur terre. Jéhovah répartit le monde entre Coca-Cola, Anaconda, Ford Motors et autres cartels.
La Compagnia Frutera se réserva le plus juteux, le centre côtier de ma terre, la douce hanche américaine. Elle rebaptisa ces terres en république bananière, et sur les morts en leur sommeil, sur les héros pleins d'inquiétude qui avaient conquis la grandeur, la liberté et les drapeaux, elle instaura l'opéra bouffe. Elle aliéna l'initiative, offrit des trônes de César, dégaina l'envie, attira la dictature des diptères. Mouche, Trujillo et Tacos. Mouche, Carias et Martinez. Mouche, Ubico. Mouches humides d'humble sang et de confiture. Mouches soulardes qui bourdonnent sur les tombes du peuple. Mouches de chapiteaux. Mouches savantes. Mouches expertes en tyrannie. Parmi les mouches sanguinaires, la Frutera jeta son encre, amoncelant fruits et cafés dans ces bateaux qui glissent tels des plateaux, portant le trésor de nos compagnes submergées. Pendant ce temps, dans les abîmes au relent de sucre des ports, des Indiens tombés, enterrés dans la vapeur du petit jour, un corps qui roule, un petit rien sans nom, un numéro à terre, une grappe de fruits sans vie, répandue dans le pourrissoir. Mais comme toute chose qui se pose s'expose, et ce faisant libère son contraire, l'horreur et les désastres que semèrent les conquistadors engendra pour Neruda la merveille, l'instrument même de la libération, la langue espagnole. Tout ce que vous voudrez, oui monsieur, mais ce sont les mots qui chantent, les mots qui montent et qui descendent. Je me prosterne devant eux. Je les aime. Je m'y colle. Je les traque, je les mords, je les dilapide. J'aime tant les mots inattendus, ceux que gloutonnement on attend, on guette, jusqu'à ce qu'ils tombent soudain. Termes aimés. Ils brillent comme des pierres de couleur, ils sautent comme des poissons de platine, ils sont écume, fil, métal, rosé. Il est des mots que je poursuis. Ils sont si beaux que je veux les mettre tous dans mon poème. Je les attrape au vol quand ils bourdonnent et je les retiens. Je les nettoie, je les décortique. Je me prépare devant l'assiette, je les sens cristallins, vibrants, éburnéens, végétaux, huileux, comme des fruits, comme des algues, comme des agates, comme des olives. Et alors je les retourne. Je les agite, je les bois, je les avale, je les triture, je les mets sur le 31, je les libère. Je les laisse comme des stalactites dans mon poème, comme des bouts de bois polis, comme du charbon, comme des épaves de naufrage, des présents de la vague. Tout est dans le mot. Une idée entière se modifie parce que le mot a changé de place, ou parce qu'un autre mot s'est assis comme un petit roi dans une phrase qui ne l'attendait pas et lui a obéi. Ils ont l'ombre, la transparence, le poids, les plumes, le poil. Ils ont tout ce qui s'est ajouté à eux à force de rouler dans la rivière, de changer de patrie, d'être des racines. Ils sont à la fois très anciens et très nouveaux. Ils vivent dans le cercueil caché et dans la fleur à peine née. Oh, quelle est belle ma langue! Qu'il est beau ce langage que nous avons hérité des conquistadors à l'œil torve. Ils s'avançaient à grandes enjambées dans les terribles cordillères, dans les Amériques mal léchées, cherchant des pommes de terre, des saucisses, des haricots, du tabac noir, de l'or, du maïs, des œufs sur le plat, avec cet appétit vorace qu'on n'a plus jamais revu sur cette terre. Ils avalaient tout, ces religions, ces pyramides, ces tribus, ces idolâtries pareilles à celles qu'ils apportaient dans leurs fontes immenses. Là où ils passaient, ils laissaient la terre dévastée. Mais ils tombaient des bottes de ces barbares. Tiens,
de leur barbe, de leur aume, de leur fer, comme des cailloux. Les mots lumineux qui n'ont jamais cessé ici de scintiller la langue. Nous avons perdu. Nous avons gagné. Ils emportèrent l'or et nous laissèrent l'or. Ils emportèrent tout et nous laissèrent tout. Ils nous laissèrent les mots. C'est avec cette langue, donc héritée, majeure, imposée de l'extérieur par les conquérants, que les poètes travaillent. C'est elle que Pablo Neruda va travailler, labourer, remuer, aérer, pour finir par la faire autre et comme étrangère, dans le but de l'amener à dire tout ce qu'elle ne sait pas dire, et ainsi la retourner contre ceux qui croient la posséder, pour mieux nous posséder. La poésie, avec sa musique, ses rythmes, ses images, sera l'affirmation la plus haute du lien qui unit l'homme au monde. C'est ainsi que Neruda va être amené à écrire ce que personnellement je considère comme son chef-d'œuvre. Le chant général, un peu, vous savez, un des grands livres de Victor Hugo, c'est La légende des siècles. Je pense que le chant général, c'est la légende des siècles du continent américain. Les 15 chants du chant général, qui au départ devaient s'intituler d'ailleurs La lumière sur la terre. Ce livre, il sera écrit par Neruda dans les pires conditions. Il sera écrit dans la clandestinité, parce qu'en février 1948, il va être obligé de fuir le Chili, de se cacher, parce que le président González Videla va se retourner contre les communistes qui l'avaient pourtant aidé à venir au pouvoir. Et la menace était très vive, et Neruda a dû donc fuir comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu le film sur Pablo Neruda, donc c'est cet épisode où on le voit fuir comme ça, dans la forêt, traverser. Et bien ce chant général, il va l'écrire donc loin de chez lui, loin des bibliothèques, dans cette espèce de période, il faut imaginer, enfin j'imagine en tout cas, ce moment quand même dur et difficile. Il dira « La lumière vint malgré les poignards ». Ce chant général, c'est le chant, je pense, au travers duquel un continent, avec ses fleuves, ses montagnes, ses hommes, son histoire, eh bien, prend conscience d'eux-mêmes. Et c'est la réalité de l'homme américain du Sud, tel que l'on façonnait un ciel, un sol, un climat, une histoire. C'est cet homme-là qui est le héros de ce livre. Je ne vous lirai qu'un seul poème de ce grand chapitre sur les libérateurs, parce qu'on a vu Alors, les libérateurs. Parmi les libérateurs, voici venir l'arbre. Voici venir l'arbre. C'est l'arbre de l'orage, l'arbre du peuple. Ces héros montent de la terre comme les feuilles par la sève, et le vent casse les feuillages de la multitude grondante. Alors la semence du pain retombe enfin dans le sillon. Voici venir l'arbre. C'est l'arbre nourri par des cadavres nus, des morts fouettés et estropiés, des morts au visage troublant, empalés au bout d'une lance, recroquevillés dans les flammes, décapités à coups de hache, écartelés par les chevaux ou crucifiés dans les églises. Voici venir l'arbre. C'est l'arbre dont les racines sont vivantes. Il a pris l'engrais du martyr, ses racines ont bu du sang. Au sol, il a puisé des larmes qui par ses branches sont montées, parsemant son architecture. Elles furent fleurs, quelquefois invisibles, fleurs enterrées. D'autres fois, elles allumèrent leurs pétales comme des planètes. Et l'homme cueillit sur les branches les corolles parois durcies. Il les tendit de main en main, tels des magnolias, des grenades, et brusquement, ouvrant la terre, elles grandirent jusqu'au ciel. C'est lui, l'arbre des hommes libres, l'arbre terre, l'arbre nuage, l'arbre pin, l'arbre sarbacane, l'arbre poing,
l'arbre feu ardent, inondé par l'eau tempétueuse de notre époque des ténèbres, son mât décrit dans le roulis les arêtes de sa puissance. D'autres fois, la colère brise les branches qui tombent à nouveau, et une cendre menaçante couvre sa vieille majesté. Ainsi franchit-il d'autres temps, et sort-il de l'agonie, jusqu'au moment où une main secrète, des bras innombrables, le peuple, en garda les fragments et cacha des troncs immuables. Ses lèvres étaient alors les feuilles de l'immense arbre réparti, disséminé de tous côtés, qui marchait avec ses racines. Voici venir l'arbre, c'est lui l'arbre du peuple, tous les peuples de la liberté, de la lutte. Mais tout cela, tout ce champ général, ce champ de l'homme en lutte contre les injustices et pour la liberté, Neruda le doit à ce que Jean Marcenac, je ne sais plus si on trouve ce livre aujourd'hui, la vieille collection Segers, ce que Jean Marcenac appelle l'illumination espagnole. En effet, Neruda était en Espagne dans les années 34-36, année d'espoir, de lutte et de mort. En 1934, il est consul à Barcelone. En 1935, il est consul à Madrid. En 1936, c'est la guerre civile, Lorca fusillé. Neruda part en novembre pour Paris. Octobre 1937, il publie L'Espagne au cœur. Et c'est en 1938 qu'il achètera donc. Il ira vivre dans l'île Noire, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il rencontra? Eh bien, ce qu'il rencontra en Espagne, c'est la poésie, incarnée dans trois figures majeures, Rafael Alberti, Miguel Hernández et Federico García Lorca. Raphaël, avant d'arriver en Espagne, je vais venir à ma rencontre ta poésie, rose intégrale, grappe biseautée. Et depuis lors, elle a été pour moi, non pas un souvenir, mais une clarté parfumée, l'émanation de monde. À ton sol durci par la cruauté, tu as donné cette rosée que le temps avait oubliée. L'Espagne en s'éveillant te portait à la hanche, à nouveau couronnée de perles aurorales. Tu te souviendras, j'apportais des songes corrodés par des acides implacables, des séjours parmi des eaux d'exil et des silences d'où les racines amères émergeaient comme des troncs calcinés dans une forêt. Comment pourrais-je, Raphaël, oublier ce temps-là? Je vins à ton pays comme quelqu'un qui tombe sur une lune de pierre et trouve partout les aigles de terres en friche, l'épine sèche des ronciers. Mais ta voix, matelot, était là, m'attendant pour me souhaiter la bienvenue et m'offrir le parfum de la giroflée, tout le miel des fruits de mer. Et je voyais ta poésie nue sur la table. Tu vins à moi, à Miguel Hernández, assassiné dans les prisons d'Espagne. Tu vins à moi, tu arrivais droit du Levant, tu m'apportais au chevrier ton innocence pleine de rides, la scolastique de vieilles pages, un doux Roland de Fray Luis, d'orangers en fleurs, de fumier brûlé sur les collines, et sur ton masque la céréale aspérité de l'avoine fauchée, un miel qui mesurait la terre avec les yeux. Et ta bouche apportait aussi le rossignol, un rossignol taché d'orange, le filet d'un champ incorruptible, d'une force effeuillée. Hélas, dans la clarté on vit surgir la poudre, et l'on te vit porter rossignol et fusil sous la lune et sous le soleil de la bataille. Tu sais, Miguel, tout ce que j'ai pu faire, tu sais bien que de toute la poésie, tu étais pour moi le feu bleu. Aujourd'hui, contre terre,
Je colle mon visage et j'écoute. Je t'écoute. Musique, sang, rayon de ruche, agonisant. Si je pouvais pleurer de peur dans une maison solitaire, si je pouvais m'arracher les yeux et les manger, je le ferais pour ta voix d'oranger endeuillée et pour ta poésie qui jaillit en criant. Car pour toi, ils peignent en bleu les hôpitaux. Pour toi croissent les écoles et les faubourgs maritimes, et ce peuple de plumes les anges blessés, et se couvrent d'écailles les poissons nuptiaux, et les oursins s'envolent au ciel. Pour toi, les boutiques des tailleurs avec leurs noires membranes s'emplissent de cuillers de sang, et avalent des rubans déchirés, et se tuent de baisers, et s'habillent de blanc. Viens, je veux te couronner, jeune homme de la santé et du papillon. Jeune homme pur comme un noir éclair perpétuellement libre et conversant entre nous. Maintenant que personne ne s'attarde parmi les rochers, parlons simplement, tel que tu es et tel que je suis. À quoi servent les poèmes, si ce n'est pour la rosée? À quoi servent les poèmes, si ce n'est pour cette nuit où nous fouille un amer poignard, pour ce jour, pour ce crépuscule, pour ce recoin brisé où le cœur frappé de l'homme se dispose à mourir? Celui-ci était bien sûr un extrait dédié à Garcia Lorca. Oui, à quoi sert la poésie? À quoi sert la poésie? Vous l'avez deviné, bien sûr, l'Espagne, c'est aussi dans ces années le lieu où, au contact des événements dramatiques de la guerre civile, Pablo Neruda va prendre conscience que donc sa poésie ne peut plus s'intéresser à ce qu'il adore, la nature et sa présence. Il écrira ceci: dans ces années de lutte, je n'ai même pas eu le temps de regarder de près ce que ma poésie adore, les étoiles, les plantes, les céréales, les pierres des fleuves et les chemins du Chili. La dure réalité s'impose à lui. Dès lors, il s'agira pour lui de dire ce qu'il voit. Vous me demanderez où sont les lilas et la métaphysique couverte de coquelicots et la pluie qui frappait si souvent vos paroles en les remplissant de brèches et d'oiseaux. Je vais vous raconter ce qui m'arrive. Je vivais dans un quartier de Madrid avec des cloches, avec des horloges, avec des arbres. De là, on apercevait le visage sec de la Castille, comme un océan de cuir. Ma maison était appelée la maison des fleurs parce que de tous côtés éclataient les géraniums. C'était une belle maison, avec des chiens et des enfants. Raoul, te souviens-tu? Te souviens-tu, Raphaël? Federico, te souviens-tu sous la terre? Te souviens-tu de ma maison et des balcons où la lumière de juin noyait des fleurs sur ta bouche? Tout n'était que cris, sel de marchandises, agglomération de pain palpitant, marché de mon quartier d'Argüelles, avec sa statue comme un encrier pâle parmi les merluches. L'huile arrivait aux cuillères, le profond battement de tes pieds et de tes mains emplissait les rues. Métro, litres, essence.
poissons entassés, qu'en texture de doigts cernés d'un soleil froid, dont la flèche se fatigue, délirant ivoire, des fines pommes de terre, tout tomates, recommencées jusqu'à la mer. Et un matin, tout était en flammes. Et un matin, les foyers sortaient de terre, dévorant les vivants. Et dès lors, ce fut le feu, ce fut la poudre dès lors. Et dès lors, ce fut le sang. Des bandits avec des avions, avec des morts, des bandits avec des bagues et des duchesses, des bandits avec des moines noirs pour bénir venaient du ciel, pour tuer des enfants. Et à travers les rues, le sang des enfants coulait simplement, comme du sang d'enfant. Chacal que le chacal repousserait, pierre que le chardon dur mordrait en crachant, vipère que les vipères honniraient. Face à vous, j'ai vu le sang de l'Espagne se lever, pour vous noyer dans une seule vague d'orgueil et de couteaux. Généraux, traîtres, regardez ma maison morte, regardez l'Espagne brisée, mais de chaque maison morte surgit un métal ardent au lieu de fleurs. Mais de chaque brèche d'Espagne surgit l'Espagne. Mais de chaque enfant mort surgit un fusil avec des yeux. Mais de chaque crime naissent des balles. Naissent des balles qui trouveront un jour l'endroit de votre cœur. Vous allez demander pourquoi votre poésie ne parle-t-elle pas du rêve, des feuilles, des grands volcans de votre pays natal? Venez voir le sang dans les rues. Venez voir le sang dans les rues. Venez voir le sang dans les rues. L'Espagne n'est pourtant pas que cette terre déchirée où rate-t-elle la mort. Elle est aussi encore et toujours terre d'amour et réserve de vie pour Pablo Neruda. Tu m'as offert, Espagne, entre autres dons, le ferme amour, la tendresse que j'espérais. Et voici près de moi la compagne qui tend le plus profond de tous les baisers à ma bouche. Non, rien, ni même les tempêtes n'aura pu un instant écarter sa présence. Les distances jamais n'ont ajouté de terre à l'espace d'amour que nous avons conquis. Lorsque, c'était avant l'incendie, en Espagne, ta robe en jaillissant parut dans les moissons, je fus double notion, lumière dédoublée, et l'amertume alors glissa sur ton visage et finit par tomber sur des pierres perdues. D'une folle douleur, de harpon hérissé, je vins dans ton courant me jeter, mon amour, comme un cheval au grand galop, environné par la colère et par la mort, et qui reçoit l'accueil imprévu d'une pomme au petit jour, ou d'une cascade champêtre qui frémit. Et c'est alors, ô mon amour, que t'ont connu les hauts déserts qui ont façonné ma conduite, l'océan ténébreux qui escorte mes pas, et les grands châtaigniers de l'automne sans fin. Qui ne t'a vu, ma douce aimée, mon amoureuse, lutter à mon côté, telle une apparition portant tous les signaux de l'étoile? Qui donc, ayant marché, qui donc, étant allé de foule en foule à la recherche de ce grain que je suis dans le grenier humain, ne t'a trouvé, serré bien fort à mes racines, montant avec le chant qui monte de mon sang? Et l'amour, ce sera au début des années 50 et jusqu'à sa mort, Mathilde Urrutia, pour qui il écrivit cette centaine d'amours,
que quelqu'un venait de relire, attendez, récemment, où je l'ai par là, vous le trouverez sur la table. Donc sans poème, sans sonnet. Ah ben oui, c'est vrai, je l'ai prêté à mon ami Jaume, parce que j'aurais besoin de lui tout à l'heure. Voici ce qu'il écrit dans la préface de cette centaine d'amours. Sans sonnet donc. Madame très aimée, grande fut ma souffrance à t'écrire ces sonnets mal nommés, qui m'ont coûté grand peine et grande douleur. Mais la joie de te les offrir est plus grande qu'une prairie. À me les proposer, je savais bien qu'à côté de chacun, par goût, par choix, par élégance, les poètes de toujours ont placé des rimes sonnantes, argenterie, cristal ou canonnade. Avec grande humilité, moi, j'ai fait ces sonnets de bois, en leur donnant le son de cette substance opaque et pure, et qu'ils atteignent ainsi tes oreilles. Toi et moi, cheminons par bois et sablières, lacs perdus, latitude de cendres, nous avons recueilli des fragments de bois purs, madriers, sujets du va-et-vient de l'eau et de l'intempérie. De ces vestiges, à l'extrême adouci, j'ai construit par la hache, le couteau, le canif, ces charpentes d'amour, et bâti de petites maisons de 14 planches, pour qu'Annelle vive tes yeux que j'adore et que je chante. Voilà donc mes raisons d'amour, et cette centaine est à toi, sonnets de bois qui ne sont là que de cette vie qu'ils te doivent. Jean, tu nous lirais le sonnet numéro 6 dans la langue. Merci. Bon, il y a longtemps que je n'ai pas lu en espagnol. Hein. Ici, l'on veut savoir. Vous m'entendez là, c'est bon? Vas-y. Allez. En los bosques, perdido, corté una rama oscura, y a los labios, sediento, levanté su susurro. Era tal vez la voz de la lluvia llorando, una campana rota a un corazón cortado. Algo que desde tan lejos me parecía, oculto gravemente, cubierto por la tierra, un grito ensordecido por los inmensos otoños, por la entreabierta y húmeda tiniebla de las hojas. Por allí, despertando de los sueños del bosque, la rama de avellano cantó bajo mi boca y su errabundo olor trepo por mi criterio, como si me buscaron de pronto las raíces que abandoné, la tierra perdida con mi infancia, y me detuvo herido por el aroma errante. Et moi, j'ai pas lu depuis très longtemps en espagnol. Écoute, merci beaucoup. Loin dans les bois, j'ai coupé une branche noire. Assoiffé, j'ai porté son murmure à mes lèvres. Était-ce donc la voix de la pluie qui pleurait? Une cloche brisée? Ou un cœur mis en pièces? Quelque chose qui de si loin m'est apparu, enfoui dans sa lourdeur, recouvert par la terre. Ce sont cris assourdis par d'immenses automnes, par la nuit entr'ouverte, humide des feuillages. Alors, se réveillant du rêve végétal, la branche du coudrier a chanté sous ma bouche, et son errante odeur grimpa dans mon esprit, comme si tout d'un coup, me cherchaient les racines abandonnées, la terre perdue, mon enfance, et je restais blessé du parfum vagabond. Ainsi donc, jusque dans ces 100 sonnets d'amour, Neruda chante la terre et l'homme, dont il disait qu'il devait se faire entendre, et que c'était au poète de transmettre sa voix, de devenir son cri. Aussi, c'est au poète et à son chant que je donnerai la parole pour ne pas en terminer tout à fait. Castro Alves du Brésil dit: pourquoi as-tu chanté?
Est-ce pour la fleur? Pour l'eau dont la beauté murmure des mots au galet? As-tu chanté pour les yeux le profil tranché de celle qu'alors tu aimais? Pour le printemps? Oui. Mais à ces pétales, il manquait la rosée. Oui. Mais à cette eau noire, la parole manquait. Ses yeux voyaient la mort en face, les martyrs, l'amour franchi, derrière lui, brûlait encore, et le printemps était éclaboussé de sang. J'ai chanté pour l'esclave, qui sur les bateaux, comme une sombre grappe au tronc de la colère, voyageait avant que, veines ouvertes, le navire nous laisse dans le port, le poids d'un sang volé. J'ai chanté en ces jours lointains contre l'enfer, contre les langues acérées de la cupidité, contre l'or englué dans le tourment, contre la main qui empoignait le fouet du châtiment, contre les gérandes ténèbres. Chaque rose abritait un mort dans ses racines. La lumière et la nuit couvraient le ciel de pleurs. Les yeux se détournaient devant les mains blessées. Ma voix était la seule à remplir le silence. De l'homme, j'ai voulu nous affranchir, les hommes. Et je croyais que ce chemin passait par l'homme et que de là devait surgir notre destin. J'ai chanté pour ceux-là qui n'avaient pas de voix. Et ma voix a frappé aux portes restées closes pour que par le combat entre la liberté. Castro Alves du Brésil, si ton livre pur renaît aujourd'hui pour la terre libre, laisse un poète de notre pauvre Amérique déposer sur ton front les lauriers de nos peuples. Tu as uni ta voix à celle éternelle et haute des hommes. Tu as, chantant ainsi, chanté comme il se doit. Et parce que ce que dit Pablo Neruda à propos de ce poète Pedro Alves du Brésil, un poète romantique brésilien, auteur de recueils à forte inspiration sociale, eh bien parce que ce qu'il dit de ce poète, je pense qu'on pourrait le dire de Pablo Neruda lui-même, et donc ce sera par là que j'en terminerai. Je prends congé. Je rentre chez moi dans mes rêves. Je retourne en Patagonie, où le vent frappe les étables, où l'océan disperse la glace. Je ne suis qu'un poète, et je vous aime tous. Je vais errant par le monde que j'aime. Dans ma patrie, on emprisonne les mineurs, et le soldat commande au juge. Mais j'aime, moi, jusqu'aux racines de mon petit pays si froid. Si je devais mourir 100 fois, c'est là que je voudrais mourir. Et si je devais naître 100 fois, c'est là aussi que je veux naître. Près de l'araucaria sauvage, des bourrasques du vent du sud et des cloches depuis peu acquises. Qu'aucun de vous ne pense à moi. Pensons plutôt à toute la terre. Frappons amoureusement sur la table. Je ne veux pas revoir le sang imbiber le pain, les haricots noirs, la musique. Je veux que vienne avec moi le mineur, la fillette, l'avocat, le marin et le fabricant de poupées, que nous allions au cinéma, que nous sortions boire le plus rouge des vins. Je ne suis rien venu résoudre. Je suis venu ici chanter. Je suis venu afin que tu chantes avec moi. Universel. J'imagine que certains d'entre vous ont peut-être envie de prolonger ce moment, de poser une question à Alain, tout simplement de parler de leur lecture de Neruda. Le micro peut circuler pendant quelques minutes. Bon, tu as choisi des poèmes parmi les plus beaux, là,
extrêmement émouvant. Alors, dans la veine de la poésie de combat, je crois qu'il a fait un recueil aussi dont le titre est Le Nixonicide, qui est vraiment, là aussi, qui donne un sens à quoi sert la poésie. Hein. Là, on est vraiment dans une poésie qui s'applique dans la vie du monde, dans la vie politique du monde, et dans le combat. C'est ça aussi, Neruda. Il y a le Neruda amoureux, et puis ce Neruda combattant, vraiment impliqué, et qui meurt dans des conditions un peu difficiles aussi. Et je crois que dans l'histoire du Chili, il a joué un rôle important aussi. Hein. Je crois qu'à un moment donné, d'ailleurs, il était question, le Parti communiste, dont il était membre, l'avait proposé pour être candidat à l'élection présidentielle, et finalement, les négociations ont fait que c'est Salvador Allende qui a été retenu. Mais enfin, il était à ce niveau-là d'engagement politique qui vraiment donne à sa poésie. Enfin, il a l'air reparti en 1945. Oui. À Libération. Ouais. En retour d'Espagne. Après l'illumination espagnole, c'est mieux. Je trouvais que c'était pas mal de terminer sur l'amour. Ouais. C'est une question que chaque poète doit se poser avant. Certes, chacun peut y répondre d'une certaine manière. Tout à l'heure, on t'a présenté comme militant de la poésie. Et je pense que dans d'autres textes, tu parles d'engagement politique. L'engagement politique, alors là, est-ce que il n'y a pas de confusion possible entre l'engagement politique et politique, même si chez Neruda, parfois les deux assemblés? Est-ce que dans ta poésie, tu peux définir ce que serait un engagement politique? Le sujet de conférence. J'ai passé des années à étudier la philosophie avec ce garçon. Nous étions côte à côte et on lisait Kant, qu'est-ce qu'on lisait Heidegger, on lisait Pascal, on lisait qu'est-ce qu'on a lu ensemble. Voilà. Et maintenant, je vais me poser cette question. Il aurait fallu que je vous lise un poème ou l'autre. Voilà, mon écriture, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que en tout cas, celui qui écrit et qui donc a affaire à une langue, à partir du moment où il a travaillé cette langue, à partir du moment où il la questionne, à partir du moment où il ne se contente pas de ce que notre poète Jacques Roubaud appelle la glame, la grande langue molle, qui est celle que vous entendez partout, à partir du moment où il remue cette langue-là, ce que explique très bien Neruda dans le texte sur les mots, voir comment les mots, à partir du moment où il entre dans cette langue-là, il y a là un engagement essentiel parce que c'est de l'homme dont il s'agit. La résistance, elle se fait là. L'humain, l'enjeu de l'écriture, me semble-t-il, c'est d'être en résistance du sens de l'homme. Mais tel que je l'ai défini, pas une espèce de truc une exigence, quoi. Faire en sorte que l'homme compte pour homme. L'homme compte pour homme dans ce rapport à la langue. Parce que souvent on présente la poésie comme difficile, comme c'est quelque chose de pas pour tout le monde. En fait, elle est pour n'importe qui. Je crois que non. Je crois que précisément non.
il est question de... Si il faut que je parle de la mienne. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que celui d'écrire de la poésie pour aller pour faire en sorte, oui, je vous disais ça, je ne sais pas, cette idée m'a traversé, que les poèmes sont les rendez-vous des amis, parce qu'il est question là d'une parole qui redresse l'homme souvent est tellement piétiné que là, l'homme compte pour. Voilà, c'est le mot qui m'a traversé tout à l'heure, je crois que c'est ça. Quand je dis l'homme, je veux dire la dimension de l'humain, hein, qui tombe. Entendez-moi bien. Qui est cette espèce d'exigence. Je crois que j'ai prononcé le mot chance tout à l'heure. Je crois que. Mais c'est une chance souveraine.